Alors, je vous propose qu'on démarre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Je vous propose qu'on démarre. 2 petites secondes. Non, c'est pas une surprise. Hein. Ils attendaient une surprise. C'est juste David qui arrive. On allait démarrer, David. Alors, du coup, j'ai dit, je te voyais arriver. J'ai dit, on attend 2 minutes. Alors, bonsoir. On est en direct. C'est filmé, comme d'habitude. Secrétaire de séance, du coup, c'est pas Catherine. Donc, du coup, c'est toi, David. Voilà. C'était Catherine Bouillet qui était secrétaire de séance, donc c'est David qui prend le relais. Des pouvoirs. Du coup, David, t'as le pouvoir de Catherine, c'est ça? Ok. Le pouvoir de Marie-David pour Laurent Mondou et le pouvoir de Patricia Elias pour Christelle Sciotto. Voilà pour les pouvoirs. Vous savez que depuis quelque temps, on doit valider les PV donc du dernier conseil municipal qui était le 7 décembre. Est-ce que vous avez des remarques? Fabienne. Bonsoir. Je me suis juste aperçue dans le dernier compte-rendu du dernier conseil municipal de décembre que Monsieur Damien Gros était donc désormais adjoint délégué. Oui, on l'a noté. C'est noté à plusieurs reprises, donc voilà, je pense qu'il y a une petite erreur, tout simplement. Ah non, justement, c'est à la baisse. Sur le PV du 7 décembre, là? D'accord. Ça concerne deux questions, et à chaque fois, on précise. Oui, conseiller délégué, je le vois sur le point 2 déjà. Voilà. Ouais. On va le changer. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a autre chose sinon? Donc on peut, à part j'allais dire ce détail qui n'en est pas un, est-ce qu'on peut le valider? Très bien. Donc je vous propose qu'on passe aux décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de questions sur les décisions du maire? Très bien, donc je vous propose qu'on puisse, je pensais passer le point d'Émilie Janniot, le CRAC de Nantes Métropole, qui est le point 9, mais comme elle n'est pas arrivée, je vous propose qu'on démarre du coup l'ordre du jour et on la fera passer après en priorité une fois qu'elle arrivera. Donc je laisse la parole à Jean-Claude Charrier pour le débat d'orientation budgétaire. Eh bien, bonsoir. Alors, vous avez tous eu le document, le ROB, hein, le rapport d'orientation budgétaire. Il fait 30 et quelques pages. Je vous en ai fait une synthèse, à la demande de Madame le maire, mais j'en ai fait une synthèse. J'espère ne pas être trop pénible avec mes chiffres dans tout ça. Donc, vous savez que c'est un document qu'on ne votera pas. Hein, on prend connaissance. Donc, je vous ai d'abord fait un petit point de... Alors, j'ai essayé de l'augmenter si vous voyez pas. Tout le monde voit? C'est bon? Ça le fait. Donc, je vous ai fait un point d'abord sur le contexte macroéconomique, parce que je pense qu'il était important de le faire, surtout par les temps qui courent et avec l'ambiance, entre guillemets, qui règne et en France et en Europe et un peu partout dans le monde. Donc j'ai sélectionné quelques points en vous disant en premier lieu qu'en 2021, beaucoup de banques centrales évoquaient une hausse temporaire de l'indice des prix à la consommation due à la reprise économique et aux tensions qu'elle provoque sur les chaînes d'approvisionnement mises à l'arrêt du fait de la pandémie de la Covid-19. En zone euro, les prévisions d'inflation étaient également haussières, mais avec un effet retard par rapport aux États-Unis et surtout une ampleur bien plus faible, du fait du stimulus budgétaire plus modeste et orienté vers l'investissement quand l'inflation outre-Atlantique dépassait déjà les 5% au mois de mai 2021. Les débats de la fin 2021 et le début 2022 portaient sur la taxonomie. Alors, comme je suis un béotien, j'ai cherché ce que c'était la taxonomie. La taxonomie, ça vise à établir une classification des activités économiques permettant de déterminer celles qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental,
Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais au moins ça c'est la définition. Donc la taxonomie des investissements, mais ces anticipations se sont heurtées dès le 24 février, comme vous le savez tous, 2022, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre entre ces deux principaux pays, principaux exportateurs de céréales, blé et maïs, d'engrais d'hydrocarbures, gaz notamment, a entraîné une hausse brutale de l'ensemble des prix de matières premières, mais comme nous venons de le voir, ce n'est pas la cause première de la poussée inflationniste, contrairement à ce que nous disent par médias interposés tous nos dirigeants économistes, scientifiques et experts de tout genre. Celle-ci existait bien avant. En zone euro, la BCE a réalisé 2 hausses de taux, aboutissant à une augmentation globale de 1,5% sur l'année 2022. Les anticipations puis la concrétisation des hausses de taux directeurs ont conduit à une augmentation des taux courts européens dans le courant de l'année. L'évolution du conflit ukrainien en cours de l'année 2023 et la géopolitique d'une façon générale sont des facteurs importants d'incertitude en 2023. Sur le contexte national, la croissance du PIB en France devra atteindre, d'après les dernières estimations de la Banque de France, 2,6% en 2022, en deçà de l'hypothèse de 4% prévue dans la loi de finances. En 2022, elle se projette entre 0,8 et moins 0,5 pour 2023. En 2022, l'activité économique en France est fortement affectée par le niveau d'inflation, la conjoncture économique internationale et l'instabilité résultant du contexte géopolitique instable. Les incertitudes restent fortes. Très peu sont favorables, beaucoup sont défavorables. La situation internationale, je vous passe les détails, vous savez les lire tout comme moi. Toutefois, dans un contexte où les tensions sur les marchés de l'énergie se détendraient, l'économie française renouerait avec une croissance plus soutenue à l'horizon de 2024. Le PIB augmenterait de 1,8% et l'objectif de 2% d'inflation totale se retrouverait fin 2024. Le taux de chômage attendu pour 2023, d'après les statistiques de l'INSEE du mois d'août 2022, la population active est de 7,4%. L'OCDE établit des projections à 7,56 de taux de chômage pour le 4e trimestre 2022 et 7,97 à un an, loin de l'objectif de plein emploi affiché par l'exécutif. Les mesures pour les collectivités relatives à la loi de finances 2023, on rentre dans le dur et on va parler maintenant de la commune. Tout d'abord, la suppression de la CVAE. La CVAE, c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, donc qui va être étalée sur 2 ans. 50% en moins en 2023, le reste en 2024. Les collectivités seront compensées par une fraction de la TVA égale à la moyenne des montants de CVAE perçus entre 2020 et 2023. Et en matière de fiscalité, la revalorisation forfaitaire s'élèvera comme chaque année au niveau du glissement annuel de l'IPCH. L'IPCH, c'est l'indice de prix à la consommation harmonisée, mesuré à 7,7% de novembre 2021 à 2022. Concernant l'actualisation des valeurs locatives, je vous explique. Si vous avez une question sur cette dernière phase, je vous la donnerai. Parce que il y a un point après il fera référence concernant l'actualisation des valeurs locatives. Celle-ci a de nouveau été décalée, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Je me suis permis de vous mettre ce que c'était que l'IPCH, ce qui va déterminer l'évolution de la valeur locative des biens. Vous voyez elle n'a cessé de progresser de janvier 2021 elle était à janvier 2022, elle était 3,28 et le taux qui est retenu pour la taxe foncière et la valeur locative des biens est celle de novembre 2022. Donc la progression entre novembre 2021 et novembre 2022 est de 7,13%. Ces 7,13% seront appliqués sur les impôts, la taxe foncière. Alors qu'on s'entende bien, et ça fera l'objet d'une précision qu'on vous donnera tout à l'heure, mais vous savez qu'on a fait une augmentation d'impôts l'année dernière. Et si les impôts augmentent cette année, je voudrais que tout le monde sache bien que c'est pas la commune qui les augmente, c'est l'État qui, au travers de cette IPCH, augmente l'assiette. Donc la commune des Sorinières n'augmente pas ses impôts, n'augmentera pas ses impôts, comme Madame le maire s'y est engagée l'année dernière. Donc c'est important parce que on peut lire tout et n'importe quoi sur ces augmentations d'impôts. C'est pas nous qui les décidons. Je crois que c'est important et on sera vigilant là-dessus parce que c'est nous faire un mauvais procès sur ce sujet-là. Les dotations de l'État, c'est le code des dotations. Cette année, le gouvernement a décidé d'abonder l'enveloppe globale de la DGF, la dotation générale, à hauteur de 320 millions d'euros.
Cela n'était pas arrivé depuis 13 ans. De plus, d'après l'article 181, une commune bénéficiant de la DSR, la dotation rurale de solidarité cible, ne pourra ni subir une perte de 10%, ni enregistrer un gain supérieur à 20% d'une année sur l'autre. Nous, on perçoit cette DSR, dotation rurale de solidarité. Pour info, si toutefois nous passions à plus de 10 000 habitants, on la perdrait. Donc, passer à 10 000 habitants, c'est pas forcément un objectif vers lequel il faut tendre, hein, parce qu'on gagnerait pas d'argent, on en perdrait. Les aides, l'article des lois de finances a mis en place un filet de sécurité à hauteur de 430 millions d'euros pour les collectivités face à la hausse du point d'indice du coût de l'alimentation et de l'énergie. Donc ça faut voir si on peut être concerné. Le deuxième point qui nous intéresse aussi, puisqu'on a commencé à l'aborder, c'est pour accompagner les collectivités vers l'adaptation aux enjeux de changement climatique, un fonds vert sera mis en place et doté de 2 milliards d'euros. La collectivité mettra en place des projets en faveur du climat et de la biodiversité pourront y prétendre. Donc ça, ce sont les grandes règles. La mini-réforme des indicateurs, je vous la passe parce que c'est du laïus, et on va rentrer dans le dur. Et le contexte, on va aborder alors je vous ai fait une synthèse, j'ai pas mis tous les tableaux, vous avez tout le loisir de les avoir lus. Si vous avez des questions, vous pourrez y répondre. Les recettes de la commune, vous voyez que sur les produits de la taxe d'habitation, du foncier bâti, du foncier non bâti, du produit CFE, les rôles et des rôles complémentaires, nous aurons un total de produit de fiscalité en 2023 estimé à 5 963 572 pour un produit en 2022 de 5 535 164. Une petite précision qui est importante, on parle de CA-BP. Le BP n'est pas encore complètement figé, puisqu'on va le présenter le mois prochain. Il est figé pratiquement à 90%, mais il n'est pas complètement figé. Donc on parle de chiffres réels vers une estimation. Mais les différences ne seront pas fondamentales. Il n'y aura pas de très très gros écarts. Pour mémoire, je vous rappelle cette fameuse ligne de taux du foncier bâti de la commune de l'année dernière. On avait donc augmenté de 37 à 39,96%. En 2023, on reste à 39,96% et on restera jusqu'à la fin du mandat, comme on s'y est engagé. Donc, et pour mémoire, le produit de la taxe foncière a rapporté à la commune l'année dernière, avec l'augmentation de la taxe, 5 430 361 euros pour une augmentation cette année. Alors vous voyez, l'augmentation, elle est de 7,10. C'est la fameuse augmentation au titre de l'IPCH qui est retranscrit et que vous retrouvez ici. Les 7,10%, c'est pas nous une nouvelle fois, c'est pas nous qui les décidons, c'est l'État. Donc ça fera augmenter les impôts fonciers, entre autres. Mais c'est pas nous qui en faisons le choix. La base augmente de 10 843 à 10 843 à 11 711. Là aussi, c'est les services de l'État qui nous donnent ce chiffre-là. Donc c'est des chiffres la seule ligne qu'on maîtrisait, c'est celle-ci, je vous rappelle. Et celle-ci, elle ne bouge pas pour l'année 2023. Les dotations globales de fonctionnement et les fonds de péréquation de la commune. Alors la DGF, elle se décline en 4 grandes lignes. La dotation forfaitaire, la dotation solidarité rurale dont je vous parlais tout à l'heure, la dotation solidarité urbaine, de cotisation sociale et la dotation nationale de péréquation. Tout ça pour arriver à un total DGF prévu en 2023 de 696 000 euros. 686 000 euros, pardon, une augmentation de 0,6%. Vous voyez que c'est quand même pas énorme par rapport à 2022. La synthèse des recettes de fonctionnement, eh bien vous la voyez, vous voyez que le chiffre est en baisse. Il est en baisse de 4,13%. C'est dire si les efforts qui doivent être consentis par les collectivités locales sont importants, puisqu'on passe de 10 240 084 euros à 9 816 774 euros. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, je pense pas, parce qu'il faut faire avec. Donc, mais ça montre bien que les communes doivent non pas serrer la ceinture, mais doivent être très très vigilantes sur
sur leur mode de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement, un autre point qui est important à voir. Je vous ai mis la synthèse globale pour l'année 2023. Entre 2023 et 2022, elles augmenteront de 6,3%. Vous voyez aussi que les charges de personnel augmentent de 3,72%. Donc ça veut dire qu'on a su maîtriser les augmentations, les rémunérations, de façon à ce qu'on puisse avoir un chiffre tout à fait correct à présenter. Et c'est pas anodin, parce que on aurait pu s'attendre à un chiffre beaucoup plus important avec l'augmentation du point d'indice, les revalorisations des salaires, l'augmentation du SMIC. Et malgré tout cela, on arrive simplement, enfin, je m'entends quand je dis ça, à 3,72% d'augmentation de charges de personnel. Les charges financières, elles augmentent un peu. Enfin, vous voyez, vous avez les chiffres, je vais pas vous les détailler, vous les avez sûrement regardés. Pour info, je vous ai mis ce petit tableau-là pour comparer les communes de même strate, avec les mêmes les moyennes de strates identiques, et des communes que vous connaissez tous, les Sorinières, Basse-Goulaine, Boye, Sautron et Saint-Fulbert-de-Vanlieu. Le nombre d'habitants, il est aux alentours de 9000, ça varie de 8006 à 9006. Ce sont des données qui datent de 2021, qui sont consultables sur le site des collectivités locales. Vous pouvez tous les voir, mais ça vous donne un petit peu les grandes lignes par habitant, le budget de fonctionnement, le nombre d'habitants, pour les Sorinières. En kilo-euros, nous avons un budget de fonctionnement à 8 978 2021. Pour les Basse-Goulaine, 9 537, Boye 7, 7,4 Sautron, 8,7, Saint-Fulbert-Grandlieu, 9,1. Vous voyez qu'on n'est pas les moins, on n'est pas les plus, on est dans une moyenne qui est pas forcément mauvaise. Ça c'est pour les produits. Quant aux charges, eh bien, nous sommes à 7 758 pour 7 334 à Basse-Goulaine, à Boye, qui est une commune avec un petit peu moins de monde, ils sont à 7 millions. Sautron 7,5, il y a 200 habitants de différents entre Sautron et les Sorinières. Alors ça, c'était à l'époque de 2021. Saint-Fulbert-de-Grandlieu, qui était en dehors de la métropole, mais qui est dans la même strate que nous, est en 7 116. Voilà, c'est pour info, c'était pas dans le DOP, c'est moi qui me suis permis de vous le mettre dans la synthèse, parce que ça pouvait être intéressant de le voir. D'autres chiffres, un focus sur les fluides, bien évidemment, puisque c'est quand même quelque chose où tout le monde a été sensibilisé en cours de l'année 2022 et va l'être en 2023. Vous voyez que nous avons la chance, et on en reparlera tout à l'heure, d'avoir pu souscrire un contrat métropolitain qui nous garantit nos tarifs de fluide jusqu'en 2024, ce qui nous fait des augmentations relativement faibles, je m'entends, sachant contenu. On va pas dire faible. Le terme est plus exact. Les augmentations sont contenues. Alors vous pouvez ticker sur l'énergie, l'électricité, chauffage urbain entre 2022 et 2023. On passe de 226 000 à 270 000. Ça fait une augmentation de 19,47. Principalement, cette augmentation est due à l'apport de la médiathèque qui n'existait pas avant et qui génère cette augmentation d'énergie, de dépenses d'énergie. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Je vais vous en donner d'autres. Vous inquiétez pas. L'endettement de la commune. Alors vous voyez, c'est l'endettement, il progresse. Alors bien évidemment, en 2021, le 1 544, c'était la médiathèque. En 2022, le 2 156, c'était la médiathèque. En 2023, c'est le reliquat de la médiathèque pour lequel on fera un emprunt qui terminera le projet à hauteur de 979 300 €. Donc nous avons voilà l'encours de la dette. Excusez-moi, j'étais pas allé jusqu'au bout. L'encours de la dette, nous avons un encours de dette de 5 982 000 €. Si vous voulez faire le calcul, c'est assez simple. Vous prenez le dernier chiffre de 2020, vous l'additionnez à l'emprunt de 2021, vous soustrayez le capital remboursé et vous arrivez à l'encours de la dette. Si ça vous amuse de faire le calcul.
je l'ai fait. Ce qui fait que sur le DOP que vous avez, il y a une petite erreur sur l'encours de la dette de 2023 qui est à 6 010 000. Il y avait une erreur de calcul que j'ai modifiée avec Monsieur Fouerté parce que c'est pas le bon chiffre, mais ça a une petite implication derrière sur la dette par habitant. La dette par habitant, elle était de 672 €, elle est à 664 aujourd'hui, elle progresse de 40 € en moyenne. En gros, 42 € entre 2022 et 2023. La synthèse globale de tout cela, eh bien, ça reprend les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure. Les recettes réelles de fonctionnement, 10 240 000 €. Les dépenses réelles de fonctionnement, 8 278 000 en 2022. L'épargne brute est à 1 961 918 000 €. Le taux d'épargne brute à 19,16%. L'amortissement de la dette est à hauteur de 455 439 €. Et tout ça pour finir avec une épargne nette de 1 506 479. Et le chiffre qui est intéressant, c'est le taux de désendettement qui est à 2,83. À fin 2022, il sera bien évidemment supérieur en 2023, il progressera puisqu'on fait un emprunt supplémentaire, mais on est largement en dessous du seuil d'alerte qui est à 10 années et du seuil où on peut plus rembourser qui est à 12 années. Donc l'année prochaine, il doit être évalué aux alentours de 5 et quelques. Donc c'est largement très bien. Et l'autre chiffre qui est très important, c'est le taux d'épargne brut. Il est à 19,16. Il faut pas descendre en dessous 7. On est à 10, c'est très bien, et on s'est fixé comme objectif dans un groupe de réflexion dont je vous parlais tout à l'heure, de le maintenir à 10, entre 10 et 11. Donc on est quand même les finances de la commune, vous voyez au travers de tous ces chiffres, sont quand même relativement bien. Les chiffres sont où la gestion est saine, comme vous voulez. Vous y mettez les qualificatifs qui vous intéressent, mais qui sont le reflet de ce qui s'est passé dans la commune en 2022 et ce qui est prévu de se passer en 2023. Donc je vous ai fait je m'arrêterai là sur. Vous voyez, j'ai pas été trop long sur les chiffres. Après, je vais vous faire un petit mot de conclusion parce que je crois que c'est important de faire une synthèse. Donc, en conclusion, malgré une année 2022 où une nouvelle fois nous avons dû faire face aux difficultés nées de la conjoncture nationale et internationale, des annonces gouvernementales concernant les revalorisations salariales des agents territoriaux, des augmentations du SMIC, des surcoûts engendrés par une inflation galopante, des indisponibilités dues aux arrêts de travail consécutifs à la période de pandémie que nous avons connue. La commune, grâce à la mobilisation et au professionnalisme de tous les services dans la gestion courante de leurs activités, a assumé parfaitement l'idée première de ce que doit être le service public, à savoir pour et au service des habitants de la commune des Sorinières. Dans un avenir proche, et il faut en tenir compte, en 2024, c'est pour vous donner ce qui va se passer en 2024 au plus tard, il sera nécessaire de prendre en compte une disposition liée au projet injuste, inéquitable et pénalisant principalement pour les femmes et les carrières longues de refonte du système de retraite. En effet, il est envisagé de faire supporter uniquement aux collectivités locales une augmentation de la part employeur des cotisations retraite. C'est une prévision et contrairement à ce qui avait été annoncé, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de charges sur la part patronale avec la refonte de ce système, eh bien les seuls qui vont être impactés, ce vont être les collectivités locales, comme par hasard. Donc c'est assez désagréable à entendre. Cela étant, nous avons assumé parfaitement l'augmentation du taux d'imposition de la taxe foncière en 2022. Ce sera la seule du mandat, Madame le maire s'y est engagée. Nous maîtrisons parfaitement les dépenses de fonctionnement avec entre autres une augmentation extrêmement raisonnée de la masse salariale chargée de 3,72% pour 2023. Cette augmentation intègre la création du poste de collaborateur qui va être soumis à votre vote au cours de ce conseil municipal, collaborateur qui sera au service de tous les élus, majorité comme opposition. Nous avons encadré nos dépenses d'investissement afin de nous permettre demain de pouvoir non plus d'envisager, mais de réaliser une première tranche de la reconstruction du groupe scolaire du Clos du Moulin. Ce sera l'élémentaire dans un premier temps, début des études en 2025. De concrétiser l'achat du foncier pour la construction du futur collège des Sorinières qui verra le jour en 2028,
de répondre aux souhaits de l'élan des Sorinières pour la réalisation de la maison de la convivialité, du club, du club house, un beau cadeau pour les 70 ans du club, de finaliser l'extension du centre de loisirs et des locaux du périscolaire, fin des travaux en 2024. Comme nous avons pu maîtriser les coûts de l'énergie en ayant souscrit un contrat métropolitain qui nous assure la maîtrise de nos dépenses jusqu'en 2024. Il ne faudrait pas oublier non plus l'inauguration de la médiathèque et l'offre culturelle de plus en plus importante proposée entre autres avec ce nouvel outil. D'un point de vue environnemental et économie de l'énergie, nous poursuivons nos investissements dans le pilotage des chaufferies à distance afin de maîtriser leurs utilisations. Nous allons créer un conseil environnemental afin de définir les orientations nécessaires qui devront être prises pour l'avenir de la commune tout en poursuivant nos engagements sur la réalisation des voies douces ainsi que sur la gestion de l'eau. Nous poursuivons également l'action de Un arbre, un enfant. L'engagement social de la commune n'est pas en reste puisque la dotation au CCAS est augmentée en 2023 et ce en regard des besoins exprimés pour l'accompagnement des personnes en difficulté. L'entretien des logements d'urgence fait aussi l'objet d'une ligne budgétaire. Tous ces chiffres qui vous ont été présentés ce soir sont le résultat du travail des services finances de la commune, de Audrey Simon et de Jean-Marie Fuerté. Ce soir, ce ne sont plus des remerciements qu'il faudrait leur adresser, mais leur décerner une médaille. Je veux les remercier au nom de tous mes collègues car ils ont su répondre à nos attentes. Issues de la réflexion des élus du groupe de travail finance que nous avons mis en place en juin 2022 et qui a abouti à une feuille de route présentée en septembre dernier. Tout ceci nous a permis de vous présenter sereinement ce soir un ROB, un rapport d'orientation budgétaire et d'ouvrir un DOB, un débat d'orientation budgétaire, si vous le souhaitez. Et pour finir, la synthèse de tous ces chiffres toutes ces prospectives que l'on a prévues pour les années à venir, vous les voyez là. Donc, je vous les rappelle, l'investissement de 2023 à 2028, c'est la fin de notre remboursement à Nantes Métropole Aménagement pour l'aménagement de l'îlot de la Sanglerie et plus particulièrement de la médiathèque. Donc, ça représente une somme de 980 000 euros. Ça, vous l'aviez dans le document joint au DOB. L'extension du centre de loisirs et locaux du périscolaire de la Tillulaire, je vous en ai parlé ici, il y en a pour 1 500 000 euros et 500 000 euros pour d'inscription du budget 2023. Les travaux de mise aux normes PMR à l'intérieur et à l'extérieur du club canin, c'est en cours. La création du club, de la maison du club de convivialité. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui est très sensible à cette notion de convivialité. Donc, au stade de la garinerie, et les travaux sont réalisés en 2023. Une opération à 400 000 euros est prévue. Alors, on avait mis un budget au départ, une enveloppe qui était un peu inférieure. Mais vu l'augmentation des coûts et tout ça, on est passé à 400 000 euros. Le démarrage des études en 2025 concernant la construction d'une première partie du groupe scolaire du Clos du Moulin. Donc, on a fait le choix de phaser cette construction. Il y avait la possibilité de faire le coût total d'une telle construction est aux alentours entre 12 et 13 millions. On n'a pas les moyens de mettre 13 millions sur la table pour faire ça. Donc, on a décidé de phaser la construction et de transférer dans un premier temps, en face, de l'autre côté de la rue, la partie élémentaire pour un coût estimé aujourd'hui à 4 800 000 euros. La création d'un boulodrome parallèlement aux travaux du groupe scolaire, ça va de pair, puisque si on passe de l'autre côté, il faut reparler du boulodrome. L'acquisition du foncier pour l'implantation du collège et les futurs équipements sportifs associés valeur d'achat du terrain pour 1 750 000 euros. Je crois que là aussi, si ce projet voit le jour, c'est parce que tout le monde s'y est mis. Madame le maire, il travaille depuis 2019 et je pense qu'il faut lui tirer un petit coup de chapeau parce qu'on a enfin réussi à aboutir à un projet qui va voir le jour. Le foncier est calé, est figé, le coût est figé, 1 750 000 euros. Vous ne le verrez pas apparaître au budget prévisionnel du mois de mars parce que à ce jour, on n'a pas décidé le moyen de financement. C'est pas qu'on sait pas comment on va le financer, mais qu'il y a deux possibilités. Si on le fait au titre d'un emprunt, si on le fait porter par Nantes Métropole.
Les deux choses ne sont pas encore calées aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que le foncier est déterminé et le coût est déterminé. La création du Pomme Park en 2023 suite à la concertation citoyenne qui va continuer, c'est-à-dire que comme Madame le maire l'a expliqué lors des vœux, le projet n'est pas abandonné, il est soumis à une discussion supplémentaire, mais la ligne budgétaire est toujours figurera au budget 2023. Les autres dépenses pour l'année 2023, eh bien c'est des estimations qui sont à hauteur de 550 000 euros. La réfection des sanitaires de l'école maternelle pour 51 000. On a déjà commencé, on en a fait une partie, on va poursuivre. Le pilotage des chaufferies à distance, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les petits travaux, enfin après, l'achat d'un véhicule électrique pour les services. Alors c'est une erreur, c'est pas pour les services techniques. Je dis ça parce que je vois Guillaume qui fronce du sourcil. C'est simplement que c'est lui qui en a reçu la charge de la gestion. Mais on va acheter un véhicule électrique. C'est dans le cadre du remplacement de nos véhicules. Celui qui va être bon à remplacer, il date de 2000, donc il a vécu. Et pour être clair avec nos orientations environnementales et comme on l'indique un peu partout, eh bien, nous ferons l'acquisition d'un véhicule électrique en bonne balance et aux alentours de 37 500 euros. On a mis une enveloppe de 40 000. En prévision, c'est pas acté. En prévision, c'est le contrôle d'accès de la salle Hippolyte Dorouet. Ça se fera ou ça se fera pas cette année, mais c'est quelque chose qui se fera d'ici 2028. Des matériels tout bêtes sur la tonte, les tondeuses, l'étanchéité du CCS. Les récentes à réaliser de 2022 à hauteur de 306 000 euros, vous les verrez apparaître dans le budget. Et vous y voyez donc les travaux de logement d'urgence, la chaufferie de la Tilleulière, le Pomme Park. Le Pomme Track, pardon, pas le Pomme Park, ça fait 2 fois que je me trompe, les études du Boulodrome. Tout ça pour arriver à un résultat estimatif en 2022 de la section de fonctionnement en écriture réelle, de dépenses de 8 270 000 euros avec des recettes à 10 650 000 euros. Et la section d'investissement en écriture réelle, c'est les projections au 31-12. Hein. Alors, les dépenses d'investissement 3 100 000 euros pour des recettes à 3 544 000 euros. Le résultat prévisionnel en fonctionnement serait 2 100 000 euros pour l'année 2022 et en investissement de 700 000 euros. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère pas avoir été trop long et un peu pénible. C'était si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre dans la mesure de mes moyens. Si j'ai pas les réponses, je me ferai fort de vous les donner après. Alors, Muriel, qui se lance. C'est jusqu'à quand on pourra bénéficier de toutes ces dotations, subventions, qui auront certainement un impact limitant. Mais on se l'est déjà dit, mais je redis, au regard de ce que j'ai dit en préambule, c'est-à-dire des points de vigilance. Effectivement, au travers de ce que vous avez dit, effectivement, il y a quand même des contraintes budgétaires liées à des investissements, tels que la bibliothèque. Rien n'est ici en jugement, mais factuellement, fait partie des budgets d'investissement. C'est quand même des budgets importants. On a noté 980 000 euros. On a aussi, effectivement, tous ces... en lien aussi avec l'extension de centres de loisirs, une inscription au budget de 500 000 euros, c'est pas rien. Hein. On en est bien important, avec un budget de fonctionnement quand même qui émarge à plus de 6%. C'est pas rien non plus. 6%, c'est voilà. J'ai l'impression que c'est quand même upgradé depuis quelques années. Moi, ce qui nous a quand même interpellé, même si vous l'avez rappelé par rapport à l'année dernière, et même si vous vous engagez jusqu'à la fin du mandat à ne pas augmenter l'impôt, effectivement le pourcentage qui, quand même, l'année dernière a montré quand même une hausse significative et qui avait fait débat, et pas que autour de la table, mais aussi au sein de la commune. Ce qu'on peut quand même voir, et constater, c'est que quand même il y a une augmentation de la dette de l'habitant qui est quand même croissante depuis des années. On est quand même passé de 300
je sais plus, 350 ou voilà, à 667 en 2000 ou 664 en 2023. Ça nous paraît quand même, et rien que, sauf erreur de ma part, mais rien qu'en une année, c'est quand même 7% d'augmentation. Ça paraît quand même beaucoup, une augmentation. En tout cas, depuis 3-4 ans, 382, c'est ça, à 664, à 667. On peut constater que quand même la dette de l'habitant, c'est quand même, enfin c'est un indicateur quand même qui montre que c'est aussi quand même un point de vigilance. Des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté aussi, de mémoire de plus de 6%. Vous avez évoqué les charges de personnel, effectivement. Hein. Alors quand vous parlez de maîtrise, oui, après maîtriser quelque chose qui est inhérent au statutaire, c'est-à-dire très en lien avec le GVT, c'est un peu compliqué de dire que c'est maîtrisé parce que c'est indépendant aussi. On peut pas tout maîtriser quand on voit que, au regard du volume et de la masse salariale, s'il y a des augmentations de salaire, c'est toujours compliqué. On peut pas non plus dire, on prendra que on ne pourra pas recruter que des professionnels qui n'ont pas de compétences ou peu de compétences ou parce qu'ils sont au début de leur carrière. Donc, maîtrise, on met un peu un bémol par rapport à ça. Effectivement, hein, c'est aussi 3%, enfin plus de 3%, 3,72% d'augmentation. C'est quand même assez aussi important. C'est rien peut-être, mais je dis bien, c'est quand même des pourcentages qui augmentent hein, et quand même chaque année. Oui, je sais bien, Christelle, mais c'est des points de vigilance, c'est tout. Enfin, c'est des points qu'on fait. Si on nous présente un rapport budgétaire, c'est quand même bon. Voilà, c'est des points de vigilance sur lesquels on doit être aussi important. C'est peut-être rien. Moi, je sais pas si c'est rien. J'en sais rien du tout. J'irai pas porter ce jugement. En tout cas. On voit très bien qu'aussi, il est très lié aussi avec de l'absentéisme. On ne tournera pas sur le sujet, hein. Mais on voit bien que quand tu dis c'est rien, tu vois bien, c'est complexe. Moi, je dirais c'est complexe. Je dis c'est rien, je dis pas que c'est rien en budget, je dis juste que c'est maîtrisé parce qu'on a eu une augmentation du point qui était nécessaire et qu'on va absorber complètement cette année. On a aussi le GVT et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour nos agents, ça veut dire que plus ils restent, plus ils progressent, plus ils se forment, plus ils arrivent à passer des examens sur lesquels ils arrivent à progresser. Moi je trouve que pour ça, 3,5, ça me paraît largement maîtrisé. C'est clair, il faut regarder les années précédentes, ce que ça peut donner. Malgré tous ces impacts-là, il y en a sur lequel c'est notre choix politique sur le GVT. Quand on y va, on dit effectivement qu'on est plutôt là-dessus. Sur le point, on n'a pas eu le choix. C'est une bonne nouvelle parce qu'il fallait le faire. Mais clairement, c'est le montant du point là. Donc je veux dire, ça me paraît, on pouvait pas faire moins quoi. Enfin clairement, donc ça, je rejoins complètement ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Claude. Merci au service pour avoir fait cet effort-là et au quotidien parce que les agents aujourd'hui, ils viennent pas nous réclamer des augmentations parce qu'ils savent que c'est compliqué pour la commune. Et moi je trouve que là il faut le valoriser quoi. C'est 3,5, c'est rien. C'est 3,5 du budget, mais clairement pour les agents, c'est rien. Tu peux pas laisser passer ça. Moi, je redis que c'est très lié à cette augmentation qui est statutaire. On est OK. Mais n'empêche que quand même, il faut quand même entendre que la charge du personnel, ça représente quand même 64%. C'est pas rien, ça, pour le coup. Et ça donne quand même une attention toute particulière, même si pour toi, ou pour vous, c'est maîtrisé. N'empêche que c'est beaucoup plus complexe que ça, que d'afficher effectivement des pourcentages, parce qu'on sait très bien que c'est très en lien avec quelle solution on met en place. On a déjà discuté en commission. Enfin, l'idée c'est pas de refaire des débats autour de ça. C'est aussi le coût de l'assurance aussi, qui fait aussi, qui est problématique, qui va être aussi un impact important pour la commune, pour le budget de la commune. Bon. Ok, donc voilà pour nous nos points de vigilance
c'est peut-être abordé sous forme de chiffres, mais en tout cas, c'est factuel et nous, ça nous rend attentifs. Sur la prospective, sur l'avenir, effectivement, il y a des projets et notamment qui vont coûter, hein, effectivement, qui appellent aussi, vous l'avez dit, avec un portage financier qui n'est pas encore bouclé. Après, nous, je fais référence bien évidemment au futur lycée, collège, pardon. Collège. Comment? Le lycée, ça sera plus. Ouais. Mais déjà le collège. Donc effectivement, nous on peut que se réjouir, hein, parce que comme vous le savez, ça fait quand même plusieurs années qu'on est très très favorable et qu'on était très demandeur de ça. Sauf que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu une écoute plus attentive à l'époque, d'entendre ça et de répondre à un besoin, parce qu'on savait très bien que la ville, la commune, allait aussi croître forcément, hein, accueillir plus et forcément d'avoir ce besoin. Donc, ce qui est dommage parce que du coup, le foncier, il ne fait qu'augmenter. Donc, si on avait financé, enfin, en tout cas, fait du foncier il y a quelques années, ça coûterait peut-être moins cher. Bon, c'est un autre débat. On reviendra pas sur... Je veux juste interrompre sur le fait que le collège, c'est un choix du département. Hein. Oui, donc, c'est pas la commune qui a refusé le collège. Enfin, je remets quand même les choses à leur place. Si, quand même, parce que si tu veux, il y a eu quand même plusieurs mandats sur lesquels il y a eu quand même discussion sur les précédents, sur vos différents mandats. C'est quelque chose qui a déjà été abordé maintes et maintes fois. Que vous... Si, ça a été, c'est pas nouveau comme sujet, mais si. On était différents, c'est pas nous qui avons refusé. Je dis juste qu'on peut que nous se réjouir parce que c'est quelque chose qui a été demandé depuis des années. Bon, ben voilà, si vous êtes content, ben nous aussi. Comme ça, on a un terrain d'entente. Voilà. Mais qui a dit qu'on a refusé? Qui? Moi, j'ai dit ça? Ah, que vous avez refusé? Ben si, parce que ça a été abordé. En tout cas, si vous l'avez pas refusé, vous l'avez pas non plus porté ce projet. Mais non. Reprenez les précédents mandats. Alors, les ordres du jour. Je voudrais continuer, et puis je vous le laisse continuer parce que autrement on va y passer la soirée. Et puis forcément, on donnera pas la parole à tout le monde. Et moi, je voudrais juste finir sur notre intervention par rapport au boulodrome. Ben oui, nous, on voudrait bien que ça avance aussi, parce que effectivement, parce que ce boulodrome, ça fait quand même depuis 2017 que le sujet est remis. Et tout ça, les études, le prix de l'étude augmente, donc forcément, et ça crée quand même du mécontentement. Donc voilà. Quant au Poumtrack, on peut que se féliciter effectivement qu'il ait changé de destination, voilà, même s'il fait quelques pas et quelques mètres. Oui, mais j'ai dit changer, j'ai pas dit où. Et c'est pas moi qui ai la main ou le pied ou la roulette. Donc voilà. Après, on va pas refaire le débat non plus par rapport au Poumtrack. Après, ça revient toujours un peu à ce qu'on dit depuis un certain temps. À un moment donné, pour moi, ça sera la fin de l'intervention, c'est-à-dire qu'on pose des questions en conclusion et en se disant on va encore faire des priorités sur des projets. Et je sais pas si ça, un Poumtrack, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est, même si vous allez répondre que c'est le désir de quelques-uns, mais à un moment donné, on peut pas toujours répondre à tous les souhaits et les désirs, même s'il y a eu un dialogue citoyen. Voilà ce qu'on voulait transmettre. Merci. Merci. Je reviens sur la maîtrise des rémunérations. J'ai mis à l'écran ce que c'était. La rémunération des titulaires, elle baisse pour nous.
elle a baissé de 0,43%, ou elle va baisser de 0,43% entre 2022 et 2023. Donc quand je dis la maîtrise, je trouve que, ok, on maîtrise pas les points d'indice, mais le résultat, il est là. Comment il s'explique? C'est parce qu'il y a des gens qui sont partis, principalement, des gens qui sont partis en retraite, qui ont été remplacés par des gens qui n'avaient pas le même salaire. Ça, c'est pour les titulaires. Ce qui augmente énormément, et vous le voyez tout comme moi, les 11%, c'est les rémunérations des non-titulaires, parce qu'on a dû faire appel non seulement à des contractuels pour remplacer des gens pendant la pandémie, et parce qu'on avait des manques, et puis parce qu'on trouve pas forcément des titulaires ou des agents qui peuvent répondre à des offres d'emploi que l'on a. Donc, quand on dit la maîtrise, quand on fait des entretiens d'embauche, croyez-moi, les gens, quand ils viennent pour postuler, quand on leur donne les salaires, ils sautent pas au plafond, hein. Faut le faire. Donc, ils restent dans la grille. On peut pas leur donner beaucoup plus. Donc, on maîtrise, oui, mais les contractuels, c'est pas les titulaires. Mais vous le savez aussi bien que moi dans l'histoire. Donc, il y a pas de souci. Quant aux prospectifs sur les années à venir, tout ce qui est cité dans les de 2023 à 2028, c'est pas des choses, c'est pas des paroles en l'air. C'est qu'elles ont été étudiées, elles ont leur mode de financement, ou du moins elles rentrent dans une prospective qui a été chiffrée, que l'on a fait au travers d'un groupe de travail finance qu'on a mis en place en juin 2022, qui a travaillé pendant l'été et qui a rendu son travail au mois de septembre. Et on a fait une prospective jusqu'en 2028 avec des objectifs qu'on a. Alors, ça peut peut-être vous surprendre, mais les élus ont mis des objectifs de taux d'épargne, de taux de désendettement et tout ça. Donc, la prospective, elle est là. Et en fonction de ce que l'on a mis sur cette prospective, eh bien, on peut vous dire que l'on fera le transfert ou la première tranche de l'école primaire, de l'élémentaire, qu'on financera. Le financement du collège, c'est pas du foncier, c'est pas qu'il n'est pas trouvé, c'est qu'il faut qu'on fasse un choix entre un emprunt et un portage par Nantes Métropole. Donc on en est là. C'est quand même pas, c'est pas dramatique en soi, hein. Mais c'est pas la même façon de le faire. Je suis d'accord. Mais tous les autres projets qui ont été énoncés ont fait l'objet d'une réflexion et ça se fera. Donc voilà. C'est ce que je pouvais vous répondre. Quant au fonctionnement de l'augmentation de 6%, il y a des choses qu'on maîtrise pas, et vous l'avez dit en tout début d'intervention, l'énergie, c'est pas nous qui la maîtrisons. Donc ça rentre là-dedans, et bon an, mal an, on arrive à faire un budget de fonctionnement prévisionnel qui va être aux alentours de 6,2%, ce qui est quand même pas mal si vous comparez à d'autres communes qui, au jour le jour, négocient leur approvisionnement en gaz et en électricité au mois le mois. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. Vas-y. Juste rebondir sur deux choses, et on arrêtera là parce que après ça n'a plus de sens. Quand je dis maîtriser, pour moi le terme n'est pas approprié. Et vous avez reformulé exactement en disant on n'a pas, je veux dire, les personnels qui partent, on peut pas les retenir, donc on maîtrise pas. Quand je dis maîtriser, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dépendant des professionnels qui partent pour X raisons, qu'ils ont le droit, de l'augmentation statutaire. Donc c'est le terme maîtriser, moi qui me, voilà, c'est tout. Après c'est votre terme, voilà. Moi c'est juste ça, je veux dire. C'est pas maîtriser au sens vous maîtrisez pas. Je vois pas comment on peut utiliser ce mot maîtriser alors que c'est dépendant de plein de facteurs qui sont inhérents au projet professionnel, au développement de carrière. Bon. Et puis sur votre développement sur le deuxième chose, merci pour ces précisions. Je vous rappelle et vous réécouterez, je n'ai porté aucun jugement. On est OK. Merci. Tout d'abord, merci aussi pour cette présentation et aussi merci pour la présentation qu'on avait eue en commission, comme ça avait été promis l'année dernière. Donc ça, c'est un premier point. Le regret qu'on a, c'est quand même que vous nous parliez du groupe de travail qui avait eu lieu finance. On avait évoqué notre participation à ce groupe de travail à plusieurs reprises. Malheureusement, ça n'a pas été fait et je trouve ça bien dommage puisqu'on aurait pu apporter un certain nombre de compléments, avoir ce partage. Et c'est dommage que ce partage ne reste qu'en vase clos et que ne s'ouvre pas aux minorités qui sont présentes autour de la table. Et plus on est de notre point de vue, plus on est de cerveau à
amener des propositions, mieux c'est, et plus on a de chances d'arriver à des consensus et d'avancer. Donc, force est de constater que ce projet de DOP, ce projet de budget, il a été porté que par la majorité, ou le groupe de travail de la majorité, et qu'on n'y a pas été associé, donc c'est dommage. C'est un manque. Voilà, sur les résultats, sur le contenu d'Europe, donc sur les résultats 2022, donc c'est vrai qu'on constate une augmentation des recettes qui est importante, mais pour nous, il est à mettre en perspective quand même de l'arrivée ponctuelle de ressources qui sont venues de la DRAC. Donc si on enlève les 1,3 million globalement, si on enlève les 1,3 million qui sont venus de la DRAC pour la médiathèque, c'est plus 10%, mais c'est une baisse de 4% des recettes sur l'année 2022, si mes calculs sont bons, bien sûr. Malgré l'augmentation des impôts de 8%, donc l'écart et il faut être très prudent sur ces recettes 2022, et pour nous ça doit pas être la référence pour se projeter sur l'avenir. Et donc il faut être vraiment si on prenait ces recettes-là pour le faire, ce serait un risque de déchanter sur l'avenir et d'avoir des risques sur les budgets futurs. Pour la projection vers le futur, donc on voit que, comme le disait Muriel, comme vous le disiez, on est dans un contexte géopolitique, économique, climatique qui est très instable. Ce contexte-là, il va bien sûr avoir des répercussions sur nos recettes, sur nos budgets. Et il nous manque dans ce document ces projections sur les années futures. Quelles vont être les répercussions, sur quelles hypothèses on prend pour projeter nos recettes sur le futur, pour projeter nos dépenses. Là, sur l'aspect énergétique, on est protégé jusqu'en 2024, relativement protégé. Les contrats vont être renégociés. Le risque qu'on a, c'est quand même qu'il y a un rattrapage sur les nouveaux contrats du manque à gagner. Ça, vous le savez comme moi, c'est quand on maîtrise, à un moment donné, quand il faut renégocier, le risque est qu'il y a un rattrapage. Et donc, on se retrouve en 2024 ou 2025 à avoir une forte augmentation. Est-ce que ça a été pris en compte? Comment ça a été pris en compte? C'est une question qu'on se pose. Et justement, sans ces projections-là, on a du mal à se prononcer sur vos perspectives d'investissement. C'est la logique de bon père de famille, entre guillemets, c'est de combien de ressources je dispose et qu'est-ce que je peux financer avec ces ressources-là. Aujourd'hui, on n'a pas dans le document qu'on a aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que dans la feuille de route financière, vous l'avez fait, mais dans le document qu'on a aujourd'hui, on n'a pas ces informations-là, et c'est vraiment dommage qu'on ne les ait pas pour pouvoir se prononcer sur la pertinence ou pas des investissements que vous proposez dans le budget. Et sur les investissements que vous proposez, donc on sait qu'on a ces soucis on a la crise énergétique avec le risque d'une augmentation forte des coûts de l'énergie dans les années futures. On a cet appel d'air cette année dans le budget d'avoir les recettes supplémentaires qu'on a eues en 2022. On peut les réinjecter dans le budget 2023, et il nous manque. On aurait voulu qu'il y ait un plan volontariste d'investissement sur la sobriété énergétique, sur la transition écologique, sur ce budget-là, justement pour anticiper des risques futurs d'augmentation d'énergie et pour pouvoir amortir ce risque-là avec des investissements dès maintenant. Voilà. Je vais dire que je partage en partie de ce que vous venez de dire, mais c'est pas le but. Sur l'énergie, le simple fait d'investir dans la GTC, c'est aussi un élément de réponse pour pouvoir maîtriser nos dépenses d'énergie et pour pouvoir utiliser au mieux tous les équipements que l'on possède. On prévoit de passer en éclairage LED un certain nombre de choses. C'est des exemples, c'est pas ce qui va faire le budget, hein, on est bien d'accord, mais ce sont des exemples. Quant à la prospective que l'on a
fait, effectivement, si on se base sur les chiffres que l'on connaît aujourd'hui, il faut pas, c'est pas qu'ils sont tronqués, mais ils prennent en compte des subventions que l'on a perçues. La réflexion qu'on a eue pour les années jusqu'en 2028, c'est de se dire sur quoi on peut miser raisonnablement sans faire sans prendre de risques sans prendre de risques trop importants pour pouvoir mener à bien les investissements que l'on a. Et alors le tableau, je pourrais vous le présenter. Oui, j'aurais pu vous le présenter, mais il y a trois critères qui nous vont bien. C'est le taux d'épargne brute, c'est le taux de désengagement et c'est l'épargne nette. Quand on a fait ça, on est parti sur un budget prévisionnel de recettes, de fonctionnement, sur un budget en global d'augmentation de 2% sur une année. C'est énorme ce qu'on fait. C'est parce que c'est quand même c'est pas anodin. En investissement direct sur fonds propres, c'est pas un scoop, mais on était il y a 2 ans à 1,2 million. L'année dernière, on était à 680 000 euros. Cette année, on va frôler les 500 000 euros. C'est-à-dire que tous les services, c'est pas qu'ils se serrent la ceinture, mais les services, ils regardent aux dépenses. Et demain, la démarche, ça va être différente. Aujourd'hui, les services nous disent ce dont ils ont besoin et on établit un budget en fonction de leurs besoins. Demain, à partir du mois de juin 2023, ça va être un peu différent. Ils vont avoir une enveloppe et ils vont se débrouiller avec une enveloppe. Donc, point barre. Et comme ça, c'est de la gestion d'entreprise. Hein. C'est comme ça qu'on fait. J'invente rien, mais c'est ce qu'on va faire. C'est qu'au lieu d'avoir et c'est pas leur faire injure de dire ça, de faire une liste à l'après-vert, ils vont avoir un budget et dedans, ils se caleront et il n'y aura pas un centime de plus. C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va y arriver et c'est une réponse, c'est une des réponses qu'on peut vous donner sur la façon dont on va pouvoir financer tous nos projets, parce que en faisant cette manip-là, nos projets rentrent dans le budget. Je te redonne la parole, David. C'est juste pour compléter. Et les services sont plutôt ok avec ça, voire même intéressés, parce que du coup, ça part dans l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de dire nous, tiens, les priorités, ça va être celle-là, on va leur donner le budget et eux vont voir les priorités par rapport à ce qu'ils voient sur le terrain pour laisser après les élus faire les choix. Donc, on voit bien qu'on est sur une réflexion inverse où là, clairement, on donne un budget, il est ce qu'il est, à eux de le tenir, mais par contre, en nous disant quelles sont les priorités qui sont attendues sur le terrain. Et ça va changer de ce qui est fait aujourd'hui, où finalement, on commençait à avoir un budget où on nous dit, on en était à un point où est-ce qu'on fait le choix entre un pouf au multi-accueil ou une chaise pour la salle des profs, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça, je parle de ton budget parce que c'est celui où c'est le plus, c'est le plus parlant. Et je me dis ça, c'est pas les élus qui doivent faire ce choix-là, c'est vraiment les services. Et à nous de leur faire confiance en disant, voilà, le budget respecté, nous, ça nous va, ça correspond à notre projet politique très bien, donc on vous laisse cette latitude-là, et c'est quelque chose qui est assez bien accueilli des services. C'était même une demande, pour tout dire. Je rebondis sur le groupe de travail, David. On avait besoin, vu le manque de visibilité, clairement, de ce qui se passait depuis qu'on a pris ce début de mandat, c'est-à-dire entre la crise sanitaire, et donc les dépenses qu'on a dû avoir importantes par rapport à ça, et les rentrées d'argent qui rentraient plus, puisqu'on louait plus nos salles, etc. Vous voyez bien. Plus derrière la crise énergétique, etc. On a eu besoin, et un programme politique qu'on a fait pour la campagne 2020, où on s'est dit clairement, mais on n'est pas les seuls. Toutes les communes, je partage régulièrement avec mes collègues maires, toutes les communes savent très bien qu'elles ne feront pas le programme qui avait été présenté en 2020. Pour plusieurs raisons, parce que tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi, il faut qu'on ait peut-être plus de perspectives chiffrées, mais clairement, qui nous aurait dit en 2020 ce qui vient de nous tomber dessus depuis 3 ans. Clairement, c'était inimaginable, clairement. Tout comme, et je prends un autre exemple parce qu'on a parlé du point d'indice, du coût de la construction, du coût de l'énergie, de l'inflation, mais ce que tu n'as pas dit et qui est aussi important parce qu'on aura certainement besoin dans les 3 ans en tout cas qui arrivent de faire un prêt, c'est que les coûts de crédit ne sont pas les mêmes non plus que ce qu'ils étaient en 2020, avec notre programme qui était chiffré et qui donc réfléchissait. Et c'est là où je pense qu'il y a une limite. Je suis d'accord avec toi, où il faut avoir faut s'imaginer concrètement quel est demain ce qui va se passer, mais il y a un moment donné où on a une limite.
C'est-à-dire que par manque de visibilité, nous, on a fait le choix de se dire, c'est avant l'été, hop, on se calme, on s'arrête. Et c'était politiquement qu'on avait besoin de se voir pour se dire, voilà, nous, nos projets, c'est cela. Voilà aujourd'hui la conséquence des 3 ans qu'on vient de passer, puisqu'on a remis le mandat aujourd'hui, hein. Enfin, clairement, on a l'impression que c'était hier, l'élection. Pour autant, moi, je peux dire que je remercie les services, je remercie les élus d'avoir travaillé, mais je remercie les services parce que à la rentrée, ce qu'on leur a demandé, c'était pas gagné. Aujourd'hui, le budget qu'on va présenter au mois de mars, et donc le DOB qu'on est en train de discuter, c'était, moi, je pense qu'on peut se dire qu'on peut être fier dans notre commune, d'un point de vue général, je ne parle pas que de la majorité, hein, je parle de nous tous ici, de se dire qu'on a une commune qui tient la route. Moi, j'ai des collègues maires aujourd'hui qui savent plus s'ils vont pouvoir chauffer leurs écoles et qui arrêtent de faire des écoles parce qu'ils n'ont plus les moyens de chauffer, ne serait-ce que leurs bâtiments municipaux. Donc, je sais bien que c'est pas la joie, mais clairement, nous, aujourd'hui, on peut être fiers du projet aujourd'hui qu'on porte et des choses qu'on peut encore faire en investissement notamment et aux factures qu'on peut encore payer. Et je pense que il est important quand même de se dire que concrètement, il y a des communes aujourd'hui qui n'avaient pas prévu d'augmenter leurs impôts, mais qui vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc nous, on avait anticipé l'année dernière. Voilà, c'est fait. C'était pas une bonne nouvelle pour les habitants. Pour autant, je le rappelle, on n'avait pas augmenté plus de 10 ans. Donc bon, c'était pas non plus, voilà. Je réaffirme, là, je le redis, que de toute manière, on réaugmentera pas d'ici 2026. Donc si on doit faire des choix, ça sera des choix sur nos projets. Ça sera pas le choix de dire on utilisera le levier fiscal. Mais moi, ce que je veux dire là, c'est que je peux dire aujourd'hui que que ça soit les élus, que ça soit les agents, on peut être fiers de ce budget qu'on va présenter au mois de mars, parce que réellement, c'était pas gagné au mois de septembre. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment eu un vrai travail qui nous a obligés à nous ajuster, à nous repositionner sur plein de questions, et le travail des services a fait qu'on peut être optimiste pour l'avenir. Voilà. Je vais juste rajouter, je ne doute pas de ce travail-là, sauf qu'on le voit pas reflété dans le document, d'une part. Voilà, ça aurait été plus transparent, plus clair de le dire. Voilà, le travail a été fait, voilà les hypothèses qu'on a prises, voilà les perspectives qu'on se donne sur les années à venir, avec des hypothèses qui sont celles qu'on a aujourd'hui. Mais elles sont par définition, elles sont fausses. Mais au moins, on prend des hypothèses et après on ajuste et on revoit chaque année. Là, on ne le retrouve pas. Et on aurait aimé, comme ça avait été promis, d'être associé à cette feuille de route, et on ne l'a pas été. Voilà, c'est juste un constat. Et je suis aussi heureux que pour la commune, que la démarche de fixer des enveloppes budgétaires, de maîtriser les enveloppes budgétaires et de ne pas être... c'est la liste au Père Noël et on prend dans la liste au Père Noël, soit mise en œuvre. Ça, c'est je vous en tiens acte et c'est très bien pour la commune. Voilà. Non, moi, c'est juste une observation, notamment par rapport à ce que disait Muriel tout à l'heure. Juste une mise en perspective. De mémoire, en 2001, quand Christian Couturier prend la commune, elle est sur le bord d'être mise sous tutelle. Donc, un endettement qui augmente de 40 € dans la tranche des 500-600 €, comme le dit notre collègue aux finances, c'est tout à fait, c'est tout à fait acceptable, et ça démontre aussi qu'on investit parce que notre commune aussi en a besoin. Et aujourd'hui, on peut se féliciter parce que c'est un travail qui a été fait de longue haleine, pas par nous uniquement, mais également par les élus précédents. On a rétabli des finances très saines sur la commune. Mais en 2001, on était au bord de la tutelle. Bruno. Pour compléter, juste pour compléter par rapport à ce qui était dit, je vais être bref. Oui, je partage ce que tu viens de dire, Damien. Les perspectives budgétaires qui sont présentées sont rigoureuses, sérieuses, mais aussi ambitieuses. Et bien évidemment sincères. Ça, c'est une obligation légale de présenter des perspectives sincères en la matière. Vous le savez, je vous apprends rien sur le sujet.
Moi, effectivement, l'augmentation de la dette par habitant, ça me choque pas. Je m'en réjouis même à partir du moment où ça reste dans les proportions et dans la norme. Sans être dans une situation telle qu'on a pu la connaître lorsqu'on est arrivé aux affaires en 2001, ça traduit, ça souscrit à l'idée d'un projet ambitieux, d'une gouvernance aussi, pas seulement sous l'égide d'une approche budgétaire, je tiens à le dire. La gouvernance qu'on assure en ce qui concerne cette ville et sa déclinaison en termes financiers et budgétaires, elle part aussi des besoins des habitants. Le constat qui est fait et notamment l'ambition très volontariste sur le secteur de l'enfance jeunesse, elle correspond aussi aux besoins et aux attentes de la population. Il y a une démographie en augmentation, c'est lié aussi à des choix politiques, de permettre aussi à des familles de s'installer sur notre commune via l'offre de logement. Il y a des besoins qui émergent. On y répond, notamment sur le secteur de l'enfance jeunesse. Je pense à l'extension du centre de loisirs. Les réponses aussi, ça a été dit, apportées en direction des associations. J'ai à l'esprit aussi l'extension du club house. Bien évidemment. Non, voilà. C'est pas une extension. Et la surface devrait être a priori plus importante pour répondre aussi. C'est une construction. Oui, j'entends. Tout à fait. Oui. Voilà. Et tu as raison de le souligner. Merci. Non, tout à fait. Autant pour moi. J'ai mal formulé. Mais on s'était compris. La perspective aussi, et là encore, pour répondre aux besoins, aux attentes de la population, la construction d'un collège. Alors, je tiens à rétablir aussi la vérité. Précédemment, et sous les mandats précédents où j'étais présent, le département nous a jamais proposé l'implantation d'un collège sur le territoire de notre commune, que l'on aurait pu refuser. Je rétablis la vérité sur le principe notamment qu'à un moment donné, je crois me souvenir que c'était peut-être sous le premier ou second mandat, où le département avait pris la décision de supprimer le collège Jean Monnet, second mandat, qui nécessitait une réhabilitation soi-disant coûteuse, et on s'était positionné pour certains pour le maintien d'un second collège public, en tous les cas à l'échelle du canton. Mais il n'y avait pas de proposition du département pour une implantation sur le territoire communal, ce qu'on serait peut-être réjoui à l'époque, mais il n'y a jamais eu cette proposition, donc dire qu'on aurait refusé, c'est faux. On l'avait proposé, justement. On l'avait proposé, justement. On était actifs sur le dossier. Sur la désirée. Sur la désirée. Ouais. Oui. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Ouais. Non, mais c'est important de tenir un discours qui soit un discours de vérité. Je termine mon propos. Donc on répond avant tout aux besoins de la population, et comme je disais, moi je me réjouis à partir du moment où ça reste dans la norme de l'augmentation de la dette. Bah oui, c'est lié à tous ces projets d'investissement pour répondre au mieux aux besoins de la population, pour être au plus proche des attentes de la population et des habitants. Je veux souligner aussi, parce que c'est important, ça a été dit, le contexte bien évidemment économique international, la crise énergétique. Je tiens à féliciter publiquement notre adjoint en charge de ce secteur-là, qui a su nous aiguiller pour qu'on prenne les bonnes décisions, avec bien évidemment l'appui des services. Mais quand on voit les difficultés auxquelles sont confrontées certaines communes, tu l'as dit Christelle, pour chauffer leurs bâtiments publics, etc., ils sont obligés de faire des choix. Nous, force est de constater qu'en son temps, on a fait les bons choix. Et c'était pertinent à un moment peut-être où on manquait de visibilité. Donc c'est pas rien d'avoir eu la pertinence et la finesse de faire ces choix-là, et heureusement que ça a pu être fait, parce qu'on serait confronté aussi aux difficultés qu'on connaît ailleurs sur certaines communes. Donc je pense que c'est important de le souligner, et moi je considère que effectivement, ça a été dit par Damien aussi, la gestion du budget de la commune, c'est une gestion rigoureuse, sérieuse, de mandat en mandat, avec une vraie volonté de répondre aux besoins de la population, et en cela je m'en félicite, même si j'ai des inquiétudes. J'oublie pas que l'année dernière, on s'est retrouvé oui, c'est l'année dernière, je parle sous ton contrôle. En septembre l'année dernière, on a pris une décision modificative, vous vous en souvenez, pour allouer un budget supplémentaire au CCAS, et notamment en direction des aides facultatives pour les personnes qui sont en situation de précarité, de plus de 20 000 euros, enfin 20 000 euros, hein.
20 000 euros. Et je suis assez inquiet quand je vois la situation d'appauvrissement d'une partie de la population. Je suis inquiet aussi, je tiens à le dire. Il y a un contexte national particulier en ce moment, très anxiogène par rapport à la contre-réforme des retraites qui contribuera à appauvrir une partie de la population et notamment les femmes et les femmes seules. J'avoue que ça m'inquiète beaucoup quand on sait que les femmes, d'une manière générale, perçoivent une pension par rapport aux hommes en deçà de 35-40%. Donc ça m'inquiète beaucoup cette affaire-là. Une fois de plus, ce sont les collectivités qui seront placées en première ligne pour répondre aux besoins d'une partie de la population qui va se retrouver encore plus en situation de précarité. Donc ça fait partie des éléments qui m'inquiètent, qui m'attristent aussi. Voilà. Mais sinon, pour le restant, je suis complètement à ce qui a été présenté. Je me félicite des choix qui ont été faits. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, très court alors, parce que là, il est déjà 20h20. Émilie Janiot attend depuis tout à l'heure, donc ce sera bien qu'elle puisse prendre la parole. Donc, je ne sais pas qui a levé la main d'abord, donc c'est Guillaume. Ouais, vraiment très rapidement, et je vais le dire en 2 minutes. Parce qu'il y a deux choses qui m'ont gêné dans les interventions de Muriel et David et une dans chaque. Pour Muriel, c'était le boulodrome, considéré comme l'Arlésienne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Effectivement, le boulodrome faisait partie de notre programme, clairement. Il est cité dans notre plan pluriannuel comme les autres éléments de notre programme, ce qui ne fait plus partie de ce programme. C'est ce qu'on a déjà réalisé depuis les 3 ans, et ça aussi, il faut le souligner. Donc certes, on peut regretter qu'ils prennent un peu plus de temps, mais lundi, et comme Patricia n'est pas là, je tenais à le souligner, lundi, nous avons rencontré les 2 associations de pétanque, et certes, bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais il y a des satisfactions, il y a des réserves, le sujet avance, et il se fera. Au niveau, pour David, c'était sur l'aspect énergétique, donc Bruno, tu l'as souligné, moi, ok, bien sûr, il y a un risque en 2024, mais c'est quoi une meilleure couverture de risque que de se grouper à toutes les communes de la métropole pour en passer un groupement d'achat? Enfin, moi, j'attends vos propositions. Hein. Comme souvent, j'en ai pas, donc moi, j'attends vos propositions sur le sujet. Mais nous, on a décidé depuis longtemps, et Bruno l'a souligné, de participer à ce groupement d'achat. Je considère que c'est la meilleure couverture de risque par rapport à ça. Vous regrettez l'absence d'un plan d'investissement sur la sobriété énergétique. Ouais, ok. Vous le savez, hein, il y a le décret tertiaire qui s'applique à nous. Les valeurs absolues à atteindre, elles sont pas encore définies dans le décret tertiaire. Donc moi, je préfère attendre de faire le bilan et d'avoir un vrai plan d'isolation des bâtiments, puisque je pense que c'est de ça dont vous parlez, un vrai plan d'isolation des bâtiments qui séquence bien les bâtiments les plus urgents à faire et qui nous permet d'avancer. En attendant, comme souvent vous le signalez, et là vous remarquez que ça m'agace, parce que vous nous challengez sur le fait qu'on soit une liste verte et solidaire et qu'on ne fait rien en transition écologique. Ce n'est pas vrai. On a beaucoup d'actions en ce sens, et donc en attendant ce plan que vous souhaitez, la mise en place de la GTC, j'attends de voir d'autres communes qui le font. On l'avait séquencé 2021, 2022, 2023. En 2023, on va plus loin, on sollicite, c'est le point 2 du Conseil, d'autres investissements. Donc on le fait, on avance. Qui change l'éclairage des stades de foot pour les passer en LED? Eh bien, c'est la ville des Sorinières. Et enfin, au niveau des bâtiments, on a bien mis en place une étude de plus c'est moins pour la médiathèque. On fait l'extension de l'Arrêt du Bois en appliquant la RE 2020. On est en avance de phase là-dessus, on l'a bien imposé, et bien évidemment l'école du Clos sera dans la même situation. Alors je vais essayer de faire court aussi. Alors dans un contexte très négatif, il y a 2 informations que je trouve essentielles pour les Soriniérois, et puis particulièrement pour les parents, les familles, les enfants. C'est le projet de nouvelle école, la première tranche en 2025. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le collège, on en a parlé.
ouverture du collège à l'horizon 2028. Donc le dossier avance, ça a été compliqué, il y a des choses qui bloquaient, ça se débloque. Bien sûr, il va falloir continuer à être rigoureux jusqu'à la fin du mandat parce que le contexte est extrêmement difficile. Mais comme les 2 nouvelles d'avenir, on investit dans l'avenir, on investit dans notre jeunesse. Ça, c'est ce que je veux retenir d'optimiste en cette fin de discussion du débat d'orientation budgétaire. Merci Tanguy. Est-ce que d'autres prises de parole? Sans regret? Très bien, merci. Donc on peut dire que nous prenons acte que ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu.